Une question concernant, te concernant. Lorsqu'on a demandé à Jésus-Christ d'où il provenait, il ne s'est pas permis de répondre ça me regarde. Pourquoi? Pourquoi nous offrez-vous ce genre de réponse à la même question? Et ça me regarde, justement. Premièrement, je ne suis pas Jésus-Christ. Alors, je n'ai pas à me conformer à une tradition et à répondre comme on aimerait que je réponde. Remarquez que lorsque je parle, ça devrait être suffisant pour donner une idée aux personnes d'où je viens. Et si déjà ce que je dis est difficile à accepter pour la majorité, pour la simple raison que je ne parle pas au nom de d'autres, que je ne cite pas les autres, mais que je parle à mon nom, si ça déjà c'est dur à accepter pour la majorité, c'est pas le temps de dire un peu plus. On va faire chaque chose en son temps. Et moi je réponds comme ça me tente, c'est-à-dire qu'étant donné que je ne suis pas un gourou, que je ne suis pas un maître, que je n'ai pas de disciples, que je n'ai pas de public attitré, je ne me dois donc pas à mon public, vu que je n'ai pas de public, ce qui fait que je ne réponds pas comme on veut que je réponde, je réponds comme moi, ça me plaît de répondre. Lorsqu'on me pose une question qui peut être utile à répondre, je réponds. Lorsque l'on me pose une question qui n'est pas utile pour celui qui la pose d'avoir la réponse, je ne réponds pas. Lorsqu'on me demande d'où je viens, ça ne sert à rien que la personne le sache. Ça va servir à quoi que vous sachiez d'où je viens? À créer des mythes, à créer ceci, à créer cela, à penser ceci, ou à me penser encore plus fou. Alors, c'est une question qui, répondue, ne servirait à rien. C'est le genre de question qu'un avocat pose ou qu'un policier pose, et là, on peut dire tout ce que tu diras pour être tenu contre toi. Je ne parle qu'en présence de... Non, ce n'est pas mon avocat, mais enfin... Alors voilà pourquoi je ne réponds pas à ce genre de questions, pour la simple raison que c'est des questions qui sont inutiles. Le Nazaréen, lui, avait une raison écologique et fonctionnelle de répondre. Alors, je continue dans l'indiscrétion. Pouvez-vous vous tromper? Alors, on ne répond jamais. On peut-tu expliquer cette réponse? Bon. Si je me trompe. On peut expliquer sous différents points de vue le fait que je ne peux pas me tromper. Le premier point de vue, c'est le point de vue humain. L'humain ne peut pas se tromper non plus, par contre, il pense se tromper pour la simple raison que la réponse qu'il donne étant immédiatement accessible à une condition temporelle instantanée, vu qu'il mémorise sa réponse et que 2 heures après, il prend la réponse qu'il a donnée 2 heures avant pour voir si elle s'applique encore, et là, il se dit « Merde, je me suis trompé ». Tu peux demander à quelqu'un « M'aimes-tu » La personne répond « Non ». 1 heure après, « M'aimes-tu » peut répondre « Oui ». Est-ce que c'était trompé? Dans ces conditions, l'humain comprend. Mais lorsqu'on dit à quelqu'un fais ceci, la personne le fait, 2 jours après, elle dit « Je me suis trompé ». Elle ne s'est pas trompée. Présentement, elle a une conscience nouvelle qui lui permet de voir que si elle aurait à recommencer, elle ne ferait pas la même chose. Parce qu'elle ne ferait pas la même chose, elle se dit qu'elle n'aurait pas dû faire cela. Alors elle dit « Je me suis trompé ». Et ça fait partie de toutes les plans de manipulation pour empêcher l'homme d'arriver à s'accepter et à accepter le contact avec le savoir instantané. Prenons l'exemple. Est-ce que Dieu peut se tromper? Dieu, non, on ne se trompe pas. Par contre, Dieu va dire à quelqu'un, mais oui, c'est beau, mon petit. Il va dire à un homme, non, on ne fait pas ça. Et les deux font la même chose. Parce que pour un, c'est correct, pour l'autre, ce n'est pas correct. Est-ce qu'il se trompe? Pour lui, si lui entend Dieu dire à l'autre que c'est pas bon, quand Dieu lui a dit que c'était bon, il va dire Dieu, il sait pas ce qu'il veut. Ça n'a rien à voir. Je ne peux pas me tromper. On peut colorer, on peut interpréter. L'humain peut se tromper pour l'instant parce que l'humain a la faculté de répondre une fois à une chose et de répéter sa réponse tout au long de sa vie. Comme il répète d'ailleurs ses erreurs tout au long de sa vie.
Ce que lui appelle l'erreur. L'être humain ne fait pas une erreur. Quand est-ce que l'homme fait une erreur? Lorsqu'il refait 2 fois la même chose. Autrement dit, il n'est plus en contact avec la vie. Mais encore là, ce n'est pas une erreur parce que l'homme n'a pas le choix de répéter. C'est l'ajustement. L'ajustement fait, oui, c'est ça qu'il y a. C'est que du point de vue, de mon point de vue à moi, c'est mon opinion et je la partage. Vous voyez que je suis très individualiste, dans la conscience. Je ne peux pas me tromper. Lorsque je rencontre un enfant et que je parle avec lui, si l'enfant ne me parle pas de ce qu'il a appris, si l'enfant n'est pas mémoriel, je sais que l'enfant est authentique. Si l'enfant est authentique, l'enfant ne se trompe pas. À l'instant où l'enfant commence à se rappeler des réponses qu'il a déjà répondues, des choses qui marchaient ou des choses de même, ben là, il peut se tromper, là, il peut se gourer carrément. Mais quand l'être humain est en relation avec la vie, il ne peut pas se tromper. C'est exactement comme si vous veniez me voir et vous me demandiez « L'autre côté de la rue, c'est où? » Fait que moi, je vous réponds « C'est là. » Vous pouvez me dire « C'est faux! J'arrive de là, le gars m'a dit que c'était ici. » Qui c'est qui se trompe? Tout dépend donc du point de vue. Alors moi, je parle. Je ne me trompe pas, je parle. D'où vient le fait que les gens ont peur de se tromper ou pensent qu'ils vont être trompés? Tout à l'heure, j'ai expliqué le mécanisme du sport collectif, où lorsque ça marche, tout est un petit peu dilué là-dedans, au niveau responsabilité, mais lorsque ça marche pas, on cherche qui a fait l'erreur. Et là, on te la met sur le dos. Alors, on parle de sport. Mais si nos sports sont axés là-dessus, toute la condition éducative est axée là-dessus. Alors, tu es toujours sorti du public quand tu commets une gaffe. Sinon, il faut que tu sois bon maudit. Mais du monde qu'on pointe dans le public, on les pointe toujours parce qu'ils font des conneries. Mais on les pointe jamais parce qu'ils font quelque chose de correct. Parce que quand ils font quelque chose de correct, on dit pour qui il se prend. Un dieu? Ou d'autres choses. Bon. Alors, pourquoi l'être humain a-t-il peur de se tromper? Parce qu'il vit du culte de l'erreur, c'est-à-dire qu'il est convaincu qu'il commet des erreurs. Premièrement, l'être humain est manipulé, ce qui fait que la majorité de ce qu'il fait, c'est même pas lui qui veut le faire. Deuxièmement, l'être humain n'a pas le choix de faire certaines choses parce que dans sa conscience visuelle, dans ce qu'il conscientise, il pense que c'est correct. Et après, il découvre que c'était pas correct. Alors, il dit, j'ai fait une erreur. Il n'a pas fait d'erreur. Il a fait le mieux qu'il pouvait faire. L'homme ne fait pas d'erreur, l'homme fait toujours ce qu'il peut faire. L'homme est un être de bonne volonté, c'est-à-dire que l'homme veut faire le bien mais il le fait mal, c'est-à-dire que l'homme n'a pas la possibilité de faire autrement que ce qu'il peut faire. Tu disputes mal un enfant, tu t'engueules avec ton employé ou ton patron, tu brûles un feu rouge, tu as fait ce que tu devais faire. Tu n'avais pas le choix de faire autrement. La personne va dire, ben oui, non, j'avais le choix, j'aurais pu faire ça à la place. Non! Un être humain, lorsque vous avez fait des choses, vous n'aviez pas le choix. Prenons les personnes qui se disent âgées ici et qui ont eu des enfants. Ah oui, mais on a éduqué nos enfants le mieux qu'on pu. Nous autres, on avait appris ça de même. Exactement, le mieux que vous avez pu. Donc, on ne peut pas se culpabiliser. Ah oui, mais si j'avais su, j'aurais fait mieux. Vous n'avez pas su. Vous ne saviez pas. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Vous avez fait le summum, le maximum. Vous avez fait la perfection de ce que vous pouviez faire lorsque c'était le temps de le faire. Parce que l'être humain apprend par expérience, parce qu'il n'est pas encore capable de supporter le fait d'être relié à un savoir instantané. Parce que là, non seulement il demande à celui qui est relié au savoir instantané pour qui il se prend, mais quand lui se connecte, il se demande pour qui lui se prend. Mais il n'arrive pas à se supporter, alors encore moins supporter les autres. Bon. Alors, lorsqu'une personne apprend par l'expérience, elle finit toujours par dire, bon, maintenant, je vois clair. Je vois ce qu'on devrait faire si la situation revient. C'est pas ça qu'elle dit. Elle dit, je vois ce que j'aurais dû faire. Pourquoi j'ai pas fait ça? Je ne fais pas faire autrement. Vous avez bu un verre de trop, vous sortez, vous avez un accident, vous tuez quelqu'un. Mais vous le saviez qu'il fallait pas boire. Oui, mais dans l'état où vous étiez psychologiquement, consciemment, lorsque vous avez bu, vous ne pouviez pas faire autrement que de boire. Même si vous l'aviez appris, ce n'était pas cellularisé, ce n'était pas vibrant chez vous. L'être humain n'est jamais coupable, il est responsable. Il doit répondre de ses actes parce qu'il y a un mécanisme qui porte un nom très original de loi du karma qui oblige l'humain à répondre. Mais il n'est pas coupable. On ne peut pas condamner une mère pour avoir mal éduqué son enfant, alors que la mère l'éduquait selon le contexte de l'époque, relié par sa conscience à ce contexte. Elle faisait ce qu'elle pensait être bien. Et par après, elle découvre que c'était pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus?
l'être humain n'est pas responsable. Mais l'être humain a toujours peur de faire des erreurs parce qu'on ne fonctionne pas avec la vie, on fonctionne qu'à partir du phénomène mémoriel. Alors on dit, tu as fait ça! Pourquoi tu as fait ça? Là, il faut essayer de t'expliquer pourquoi tu as fait ça. Crime, tu sais très bien maintenant que tu le ferais plus, puis il faut que tu y expliques pourquoi tu l'as fait. Fait que là, on se sent attaqué, là, on se sent coupable, là, on est barré, on peut plus rien dire. Ben, j'ai fait ça à cause que je pensais que... Ben oui, mais tu sais bien que c'est pas bon. Ben oui, là, je le sais, mais je le savais pas. T'aurais pu réfléchir avant. Crime, j'ai réfléchi 20 minutes, lui, il voulait que je réfléchisse 25 minutes. À un moment donné, tu réfléchis, tu te dis, crime, je réfléchis, là, je le sais. Puis l'autre vient de dire, t'aurais pu réfléchir plus. Quand est-ce qu'on sait qu'on a assez réfléchi? Ben, c'est ça. L'autre vient nous chioler après, parce qu'on se fie qu'à nos phénomènes mémoriels. Tout ce que vous avez fait, vous en êtes responsable, donc vous vivez maintenant une vie qui a été bâtie, créée, gérée, orchestrée par ce que vous avez fait. Mais vous n'êtes coupable de rien. Une chose importante, c'est qu'on écrit les questions sur papier parce que les personnes qui vont vouloir avoir la cassette par la suite ne pourront pas bénéficier de la question. Alors, c'est pourquoi on fournit les papiers de façon à ce que ce soit bien enregistré. Alors, on passe à une autre question. Pour bien penser, il faut savoir bien s'exprimer, avoir le terme juste. Alors, au départ, les gens non instruits sont handicapés ou Arrête juste 2 secondes. On va ajuster les choses. Je parle donc de la responsabilité du coupable. Une personne, par exemple, qui fait du terrorisme. Une personne qui viole, une personne qui tue, une personne qui fait des meurtres. Est-ce qu'elle est coupable? Bon. À un moment donné, il y a eu une région sur la planète où un bonhomme est rentré dans un édifice, il a mis une bombe pour faire sauter la milice de la place, qui était une milice plus ou moins importée, et qui empêchait la liberté totale d'expression du peuple. Qui est coupable? Celui qui, le pays qui conquiert un peu, ou celui qui veut se libérer? Alors donc, dépendant du point de vue, parce que c'est évident que d'un côté, du point de vue de l'Angleterre, l'autre était coupable, et du point de vue du pays occupé, l'Angleterre était coupable. À un moment donné, le bonhomme s'est reconnu un peu, on appelle ça un peu des prisonniers politiques. Il va dans une école élémentaire, il met aussi une bombe et il massacre la moitié des enfants. Toujours au niveau politique. Est-il responsable ou est-il coupable? Alors c'est évident que lorsqu'il a fait un jeûne de la faim pour s'en sortir, il est mort de faim. Parce qu'il a été condamné coupable. En réalité, on peut toujours dire qu'un être humain est responsable, l'être humain est responsable. Sauf que si l'Angleterre n'aurait pas été dans ce pays, le gars n'aurait pas fait ça. Donc, il y a des conditions toujours écologiques, des conditions manipulatrices qui obligent un humain, à un moment donné, à faire une chose que normalement il ne ferait pas. Alors, c'est évident que c'est toujours une question de point de vue. Le point de vue cosmique est une chose. Je parle du point de vue cosmique. Je ne veux pas que l'humain comprenne le point de vue cosmique si l'humain n'a pas une conscience cosmique. Du point de vue de l'humain, lorsqu'un être humain rentre chez vous, tue votre femme, puis s'en retourne, ou tue votre mari, puis s'en retourne, ben vous allez vouloir le tuer. Si vous le tuez, vous êtes coupable, aux mêmes yeux, aux yeux de la loi, comme le gars qui est rentré chez vous. Pourquoi? Oui, mais là, c'est pas pareil, c'était un meurtre qui était justifié. Le gars a tué mon mari ou le gars a tué ma femme. Oui, mais le gars l'a tué parce que lui aussi était émotivement charrié, parce que lui aussi avait un besoin, parce que lui aussi ne savait plus ce qu'il faisait. Alors, le condamner lui, condamner l'autre, à un moment donné, on ne sait plus. Le Nazaréen lui-même va dire à son père, enfin aux énergies qui manipulent l'écosystème planétaire, pardonnez-leur, cela veut dire n'incrémentez pas de karma sur le dos de ces humains, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le terroriste ne sait pas non plus ce qu'il fait. Il est convaincu qu'il le fait pour une bonne cause. Il ne sait pas ce qu'il fait. Cosmiquement, planétairement, il ne voit pas. Qu'est-ce que c'est que de tuer 25 personnes innocentes pour en sauver 3 millions? C'est le point de vue du terroriste. Et le terroriste lui-même, les terroristes qui présentement manipulent la France et l'Europe, cosmiquement, savez-vous pourquoi que le terrorisme est permis? Parce que les Européens sont trop caquets pour arriver à s'unir. Ben là, ils vont s'unir. Parce que les manipulateurs intelligents manipulent des êtres ignorants à créer, à placer des bombes, à faire le terrorisme. Comment unir les humains quand les humains sont ignorants? L'intelligence ne peut pas les unir, la peur va les unir. Quand ils seront unis au niveau de la peur, si après ça on amène des êtres intelligents là-dedans, le cimentage ayant déjà été fait, on n'aura rien qu'à permuter le cimentage de la peur en cimentage intelligent. Comment créer une condition monarchique à l'échelle de la planète? On parle d'un royaume, d'un monarque.
d'un grand monarque. Mais pour ça, il faut que l'humain s'unisse. Les Européens vont s'unir comment? Ils s'uniront jamais. Là, ils ont commencé à mettre des lignes téléphoniques pour s'unir. Ils s'unissent par la communication. Le terrorisme international n'a qu'une seule fonction. Unir les individus, les nations. Les nations vont s'unir. D'un bord, puis de l'autre. Après ça, ils vont se... Où c'est que c'est évident que les nations qui ont du terrorisme vont finir par se pourrir par l'intérieur. Parce qu'il y a une condition fondamentale pour bâtir un homme un terroriste, c'est que cet homme-là ne doit fonctionner qu'à partir d'un concept moral, national, spirituel, d'un concept. Les concepts, on le sait, sont des égrégores, et les égrégores ont toujours un problème, c'est que lentement, ils baissent en vibration s'ils ne sont pas nourris, puis ils s'effritent. Les religions tombent, les nations tombent, les modèles tombent, les philosophies tombent, ces choses-là tombent. Le terrorisme, présentement, fonctionne parce que l'Europe est débile. Dans sa tête, c'est ça. Les Français, par exemple, les Français n'ont pas voulu appuyer les forces américaines et les forces anglaises lorsque eux autres ont été attaqués. Notre cher mec, oui, c'est Kadaboum. Bon. Alors, la France n'a pas voulu. Qui c'est qui présentement paye au niveau terroriste? Pas le pays qui les a pas attaqués. Le pays qui n'a même pas voulu que les avions survolent son territoire. Le pays qui n'a pas voulu s'impliquer, c'est lui, présentement, qui est en train de sauter. Ben, quand on a une conscience cosmique, on voit pourquoi. La France ne veut pas s'unir. Ben, on va la bombarder, la France. Le système terroriste vient maintenant bombarder la France. Il faut sauter des bombes tout le temps. Pour libérer 3 ou 4 gars. Ben, voyons donc. Ils ont rien qu'à les tuer, ces 3 ou 4 gars-là. Ils pourront plus les libérer. Fait qu'ils vont avoir une autre solution à un moment donné. Ah oui, mais on n'est pas pour faire comme eux autres. Parfait. Alors, chez Chiolé, les bombes, ils vont en mettre. Faut que la France s'unisse. Faut que les pays européens s'unissent. Faut que ça commence là, l'union. Donc, on parle de terrorisme. Responsable, oui, on n'a pas le choix. Malheur par qui le malheur vient, mais le malheur est nécessaire. Est-ce que ce serait pas justement l'évolution de l'écologie ou des écologies? Par l'ignorance, oui. L'être humain est ignorant, il ne peut pas être responsable, il ne peut pas être coupable, il est responsable. Il ne peut pas être coupable. Est-ce qu'on pourrait dire qu'une écologie est toujours bonne lorsqu'on l'aperçoit, mais qu'elle change toujours? L'écologie, c'est un phénomène vivant et qui gère la vie. Donc, un écosystème ne peut pas rester le même. Un écosystème évolue. Oh, dans l'apparence de la conscience de l'homme, lorsqu'il rentre dans une forêt, il va dire c'est la même forêt. Les arbres ont grossi, les feuilles sont tombées, les feuilles sont revenues, il y a de nouveaux animaux, il y a des animaux qui sont morts, la terre n'est pas la même. Tout est transformé. Conserve ça figé, tu tues. L'humain est un traditionnaliste, l'humain tue. Il tue sa pensée, il tue sa conscience. Il vénère les choses mortelles, les choses passées. Et on ne peut pas fonctionner écologiquement dans ce sens. Prenons l'exemple, encore une fois, du terrorisme. C'est pas écologique, le terrorisme. Planétairement, c'est écologique, parce que l'humain ne veut pas s'unir. La Deuxième Guerre mondiale, j'ai déjà expliqué que c'est une absurdité niaiseuse, c'est une détresse écologique totale, mais tout à fait intelligente, parce qu'elle a forcé les peuples à devoir déménager et à se mélanger. Alors, de cette façon-là, ça l'a, disons, dynamisé l'Amérique, qui oblige, même si c'est encore raciste, qui crée un égrégore planétaire, qui oblige l'être humain à être de moins en moins raciste. Là, tu sors de chez vous, puis t'as l'Afrique en face de toi, t'as l'Haïti en face, t'as la Chine en face, t'as la France en face, t'as le Vietnam au deuxième, t'as le Cambodge en bas. Les guerres servent à ça. C'est une question d'écologie aussi évolutive pour la génétique. Oui, évidemment, parce que les races se mélangeant, ça crée une race nouvelle, la race qui s'en vient. C'est évident, il faut qu'on mélange les races, sinon on se ramasse avec un paquet de problèmes. Autre chose, pourquoi les guerres? Pourquoi n'accepterions-nous pas simplement, 2-3 millions de Vietnamiens, 4-5 millions d'Italiens, eux autres acceptent 3-4 000 Québécois ou 3-4 millions de Canadiens? Mais on veut pas. Quand est-ce qu'on accepte des Vietnamiens? C'est quand on lui montre des photos. Ou ce qui souffre, faut quand sont dans la boîte, sont tout croches, sont ceci, sont cela. Puis ceux qui viennent ici, c'est pas ceux qui sont dans la boîte, ceux qu'on le prend en photo sont morts. Parce que ceux qui viennent ici ont payé le voyage. Mais on les accepte, pourquoi? Ben c'est ça, s'il n'y a pas de guerre, on n'en voudra jamais. Il n'y a pas de mélange racial s'il n'y a pas d'obligation planétaire de mélange racial. Parce que l'être humain est ignorant. L'être humain est national. L'être humain a sa nation, son drapeau, puis c'est ça. Toi, t'es un tel, tu viens pas chez nous. Mais si ton pays est à feu et à sang, ben là, humainement parlant, je vais me sentir agressé, c'est-à-dire que je vais souffrir un peu ce que tu vis.
Ben, faut que tu me montres des photos, des morceaux de télévision, qu'on envoie des journalistes, qu'on vienne nous triturer. Et là, je vais dire, ben oui, mais crime, c'est quand même pas de leur faute si c'est la guerre. On va en accepter une copule. C'est sûr que c'est pas de leur faute. Parce que si on les accepterait, il n'y aurait pas de guerre. Imaginez-vous simplement que tous les peuples peuvent changer de place. Il n'y a plus de guerre. Ça va de soi. Plus de frontières, plus de guerre. Il y a des problèmes sociaux encore, parce qu'il y a des frontières au niveau psychologique, au niveau du plan astro, des frontières morales, des classes basses, des classes moyennes, des classes moyennes, des classes hautes, des ceci, des cela. Il y a des frontières au niveau de la psychologie. Il y a les intellectuels, il y a les manipulateurs, il y a les ci, il y a les ça. Il y a encore des frontières au niveau des clans sociaux. Mais éliminons les frontières nationales. Il n'y a plus de guerre. La guerre, elle a une exclusive condition, c'est de mélanger l'homme, mais elle mélange l'humain. Les guerres du passé ont fait la même chose. Ça a permis à la Chine d'être colonisée. Ça a permis à l'Égypte de changer de camp. Ça a permis à Rome de se faire ramasser parce qu'elle appelait des barbares. Mais Rome était rendue folle. Ça a permis à la France de faire des choses. Quand l'empereur devient un peu fou, il s'attaque à l'URSS, puis là, il mange la claque. Quand l'Allemagne devient un peu folle, elle s'attaque à l'URSS, elle mange la claque. L'URSS a une condition écologique planétaire différente, elle ne peut pas être colonisée. Tous ceux qui vont s'attaquer à l'URSS, c'est fini. L'URSS est un tampon. L'Amérique, c'est le même phénomène. L'Amérique ne peut pas être colonisée. Et la Chine non plus. D'ailleurs, la Chine a été colonisée souvent, on le sait. Une chose intéressante, c'est que tous ceux qui l'ont colonisée sont devenus chinois. Mais la Chine n'a jamais changé. Elle a changé ceux qui ont vécu dedans. Bon. Et l'URSS, c'est pas pareil. L'URSS ferme ses frontières. Bon. Même les Russies, à l'époque, étaient comme ça. Et l'Amérique aussi. L'Amérique est un territoire neuf qui accepte le monde par sa frontière, mais qui ne peut pas être colonisé. Elle colonise. Comme l'URSS colonise, comme la Chine colonise. Alors, c'est des conditions d'écologie, mais là, encore là, il faut voir ça du point de vue cosmique, pas du point de vue de l'homme. Parce que du point de vue de l'homme, ça ne fonctionne plus. L'homme se bat tout le temps et l'homme veut se défendre. Défends-toi pas contre ceux qui veulent venir chez vous. Laisse-en rentrer. Quand on a eu suffisamment de Japonais en Colombie, lors de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Japons ont attaqué les Amériques, bon, ben évidemment, les Japonais voulaient conquérir. Si on aurait eu suffisamment de Japonais, il n'y aurait pas eu assez de Japonais pour conquérir. OK, c'est simple de le dire comme ça, mais ça l'a aidé énormément. Sauf que le problème, c'est que les Japonais qu'on avait ici, qui étaient Canadiens, qui étaient même venus au monde au Canada, on les a mis en prison. Au cas. Les Japonais n'ont rien compris, les Japonais canadiens n'ont rien compris, les Japonais américains n'ont rien compris non plus. On fonctionne toujours comme ça. Alors, le terrorisme international, il y a une fonction majeure qui est causée par une inécologie planétaire, où l'être humain par ignorance, donc ce n'est pas la faute de l'humain. C'est la responsabilité de l'Europe que d'avoir des bombes chez eux. Mais ils ne sont pas coupables de quoi que ce soit. L'Irak, la Libye, ces pays-là, l'Iran, qui sont toujours en guerre, avec leurs ayatollahs et tout le drapeau, ben c'est une condition écologique. Ils n'ont jamais détesté l'Amérique avant que l'Amérique vienne se faire connaître chez eux. Et présentement, ils sont obligés de détester l'Amérique, parce que c'est leur seule raison de vivre, de détester l'Amérique. Tout ce qui est américain doit être détruit. C'est le djihad islamique, c'est le djihad c'est une guerre religieuse. Mais elle est essentielle parce qu'elle force les peuples qui ont des ethnies différentes, de religions différentes, de sciences différentes, de philosophies différentes, elle les force à devoir s'unir. Sous la bannière américaine pour l'instant, et ça va de soi, on n'a pas le choix. Tandis que l'autre partie va s'unir, c'est une autre bannière. C'est bien plus facile d'unir deux contextes que d'en unir 85. Alors si 85 pays s'unissent ensemble, l'un contre l'autre vont-ils s'abattre? C'est ce que nous serons dans 10 ans. Bon. Eh bien, après ça, ils vont s'unir. Passons à vos questions. Pour bien penser, il faut savoir bien s'exprimer, avoir le terme juste. Alors, au départ, les gens non instruits sont handicapés, ou les Québécois, par rapport aux Français, ont le verbe moins facile à commenter. Les personnes instruites sont souvent handicapées et non pas les personnes non instruites. Il faut faire attention. La personne instruite, elle a plus de vocabulaire, mais souvent son vocabulaire est cristallisé sur des concepts. Et ces concepts deviennent chez elle sa connaissance et elle a de la difficulté à accepter du neuf maintenant parce qu'elle a toujours de quoi pour comparer. Elle devient intellectuelle. La personne qui apparemment n'a pas trop d'instruction peut facilement, par le langage, en lisant des choses, en vérifiant des mots, elle peut donc arriver facilement à ajuster des mots. Exactement comme une personne. Puis de toute façon, le Québécois moyen, disons, pas suffisamment instruit, là, comparativement aux universitaires, a suffisamment de mots dans sa tête
pour pouvoir ajuster sa pensée et exprimer un langage clair. Sauf qu'il doit maintenant faire l'effort de le faire. L'exemple le plus évident, c'est que j'ai vu une chose drôle hier. C'était comme une espèce de... Est-ce que c'était drôle ou bizarre? Tout le monde connaît le mot bizarre. Mais on dit, j'ai vu une chose drôle. C'était-tu drôle, ou c'était drôle, c'était bizarre? Ça me fait peur, moi, ce genre de choses. Ça te fait peur? Non, ça fait pas peur, j'ai pas peur. Mais ça fait quoi? Alors là, c'est le temps de trouver le mot. Ça m'angoisse, on prend un livre de synonymes puis on fouille dedans. C'est un petit travail bien facile. En passant, il n'y a pas un seul synonyme qui veut dire la même chose. Pourquoi qu'on a des synonymes qui supposément sont similaires mais ne disent pas la même chose? Parce qu'énergétiquement, la pensée de l'homme reçoit de l'information et la parole sert à transmettre l'information. Mais si on n'a pas le bon mot, ça complique les choses. Nous prenons l'exemple d'école, université, monastère. On peut avoir un paquet de synonymes d'école. Une école peut être ça peut être une école d'armes, ça peut être une école de dressage pour chiens, ça peut être... Il faut avoir des mots ajustés. J'ai vu une montagne, j'en parlais à un moment donné, le Québécois a l'habitude de se servir de 4-5 mots pour pouvoir transformer tout son langage. Et ces mots-là, normalement, vont être les sacres. Le mot Christ, tabarnak, sacrement, calice. Alors, j'ai vu une belle montagne, j'ai vu une crise de belle montagne. J'ai vu une crise de laide d'affaires. Mais le même mot vient amplifier tout ce qu'il veut dire. Alors ça, c'est un problème. Pourquoi on ne doit pas sacrer? Pas parce que ça déplaît à Dieu. Ça déplairait à Dieu, ça fait longtemps qu'on ne sacrerait plus. Non, pas simplement parce que ça empêche l'humain d'ajuster sa parole, donc d'ajuster sa pensée. Alors l'humain, à un moment donné, a un problème, il n'arrive pas à le solutionner, mais il n'arrive pas à mettre des mots, il n'y arrive pas. Et là, quelqu'un parle en conférence, c'est en plein ça, c'est ça. Lui, il a les mots pour le dire, là, mais c'est en plein ça. Pourquoi qu'elle jubile? Parce que maintenant, ça vient de se placer. Si elle aurait les mots, elle se placerait elle aussi. Alors, c'est donc important d'arriver à ajuster simplement, puis l'humain normal, ce qu'on appelle les personnes pas suffisamment instruites, ont en masse de vocabulaire. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il puisse observer au moins s'il se sert de leur vocabulaire. Si vous n'avez pas suffisamment de vocabulaire, ça veut dire que lorsque vous écoutez les nouvelles à la télévision, vous ne comprenez pas tout. Lorsque vous écoutez un film qui est traduit en France, vous ne comprenez pas tout. Mais c'est faux, vous comprenez tout. Vous n'utilisez pas les mots, mais vous les savez. Alors, ce qu'il faut faire, c'est les utiliser. Est-ce qu'un enfant qui serait abandonné à sa naissance dans une jungle où tous les animaux vivraient là, Tarzan? est-ce que cet enfant serait plus mental que astralisé, même s'il parlerait que le langage de l'animal Bon. et mangerait leur nourriture? Est-ce qu'il serait plus assujetti aux lois naturelles, étant donné étant moins programmé que nous, moins émotionnel, élevé dans sa forêt pour mettre avec des autres, avec des êtres nouveaux, serait-il bien dans cette énergie mentale? Parfait. Question préparée. Bon. Le facteur génétique influence énormément la qualité du corps physique qui va naître, et la qualité du corps physique qui va naître influence énormément la faculté d'être conscient, donc sa faculté d'évolution. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'être humain qui naît arrive à avoir une faculté d'absorption, d'évolution, être capable de supporter le poids de la conscience ou le poids du savoir? Ce qui vous a créé, vous et votre génétique. Mais, si vous mangez plus que normal, vous allez avoir un corps plus gros. Si vous crevez de faim, c'est-à-dire que vous ne crevez pas, mais si vous manquez de nourriture, malgré que votre génétique vous a donné un corps qui devrait être bâti et musclé, vous allez être feluette. Vous pouvez vous teindre les cheveux. Vous pouvez avoir une peau blanche génétique, mais bronzée par le soleil. Vous pouvez avoir ceci, cela, cela et cela. Pourquoi? Parce qu'en plus de la génétique, le milieu influence. Et c'est là que rentre encore une fois l'écologie, la structure des mondes meilleurs. Si l'être humain peut génétiquement naître, disons, très correct, pour qu'il persiste dans ce très correct, le milieu qui l'entoure doit lui permettre de se développer au maximum de la potentialité que permet son corps physique. Donc, le milieu, l'écologie, l'écosystème dans lequel l'être vit. Si on crée un monde meilleur, automatiquement on aura des êtres humains meilleurs. Mais pour que le monde meilleur apparaisse, il faut que l'être humain déjà s'améliore.
Lorsqu'un enfant naît en pleine jungle, par exemple, disons qu'il naît, la mère meurt, l'enfant devient ce qu'on appelle un enfant sauvage. Et l'enfant est programmable, c'est-à-dire que sa fonction neuronique, la programmation axonique de son cerveau, la programmation de ses neurones, de ses cellules cérébrales, va se terminer complètement vers l'adolescence. Donc, si l'enfant est élevé par des loups, sa programmation sera limitée à l'apprentissage que les loups lui donneront. L'enfant deviendra un enfant loup, c'est-à-dire que l'enfant sera un animal qui, avec un corps fait un enfant loup, l'enfant gazelle. L'enfant va donc vivre comme les gazelles vivent, c'est-à-dire que l'enfant va adapter un régime relié aux gazelles. L'enfant ne pourra pas suivre les gazelles et l'enfant, encore une fois, vers l'âge de 6, 7 ou 8 ans, va encore une fois mourir. Les enfants singes, c'est le même phénomène. Les enfants singes vont adapter le régime frugivore des singes ou omnivore des singes, plus adapté au régime de l'homme normal, l'homme étant omnivore, c'est-à-dire que l'homme mange de tout. Réellement de tout, oui. Lorsque l'enfant grandit avec les singes, l'enfant n'a pas la force des singes, l'enfant peut être rejeté par un clan de singes, l'enfant ne peut pas lutter contre les prédateurs normaux du singe, et l'enfant aussi ne pourra donc pas vivre aussi longtemps qu'un singe. Alors l'enfant élevé par des animaux n'est pas un être humain, c'est un animal humain. À quoi cela servirait-il de bloquer l'évolution expansive de l'univers? Je repose la question au niveau du point de vue de l'homme. Et la consonance vibratoire des deux réponses serait la même. À quoi cela servira-t-il de bloquer l'évolution expansive de l'univers? Du point de vue de l'homme qui pose la question, c'est comme du point de vue de celui qui est dans un état de guerre et qui pose la question, à quoi servira-t-il d'arrêter la guerre? Celui qui vit dans la guerre peut arriver à vendre de la drogue, à vendre des armes, à avoir des clans de prostituées. De temps en temps, il y a des problèmes qui tombent dessus. On bombarde, on détruit, mais il reconstruit. Puis, en fin de compte, il arrive à vivre avec la guerre. Il arrive à s'enrichir avec la guerre. Il s'ennuie plus. Toujours en train de se demander s'il va vivre. Alors, c'est un peu le même phénomène pour l'homme. À quoi ça sert de bloquer l'évolution expansive de l'univers? Si je dis ça servirait simplement à éliminer tous les problèmes qui existent dans la création, parce que la création... Bon, c'est une chose qui peut être dure à absorber. Ouais. On pose la question, théologiquement, Dieu créa l'univers. Dieu créa le ciel et la terre. D'un certain point de vue, c'est vrai. Du point de vue de Dieu, non. Mais du point de vue de l'homme, oui. Le ciel et la terre. Et les deux sont un problème pour l'homme, le ciel et la terre. Maintenant, qui a créé Dieu? Ça, c'est le gros problème théologique. La réponse, Dieu s'est créé lui-même, ou Dieu était déjà là. Le phénomène, c'est que la conscience de l'homme ne peut pas aborder l'extra-conscience de la création d'un Dieu ou d'un Dieu qui s'auto-crée. Si le Dieu s'est créé lui-même, c'est que le Dieu était déjà là pour se créer. Donc, le Dieu, ça devient compliqué. Mais Dieu s'est créé lui-même, est la forme la plus traditionnelle théologique, même au niveau du plan de l'Église catholique, comme au niveau du plan de toutes les grandes religions ou des grandes sectes, les petites religions, qu'on appelle sectes parce qu'on est péjoratif. Alors, si Dieu s'est créé lui-même, ce n'est pas une question, Dieu s'est créé lui-même. Dieu s'est créé lui-même pour la simple raison que lorsque la création est apparue, Dieu était et l'homme était et tout était. Certaines religions parlent aussi d'un phénomène antérieur à Dieu, le chaos universel. Là, on se rapproche plutôt du bouddhisme, du taoïsme. Le chaos. Et du chaos vient ce que nous connaissons. Le chaos universel, ça peut être quoi? Est-ce que ça serait l'ignorance absolue? La limitation absolue de la conscience de l'homme? Là où l'homme ne peut pas fouiller. Là où la conscience de l'homme ne peut pas s'étendre pour faire une recherche. Là où la compréhension de l'homme ne peut pas aboutir. Le chaos universel. Donc, antérieur à Dieu, la conscience de l'homme ne vit pas. Elle ne sait pas.
Et l'homme a appelé cela le chaos. Suite à ce chaos vient Dieu qui s'auto-crée. Je parle de théologie, donc de tradition. L'univers a été créé et l'univers est Dieu. Dieu n'est pas une création, Dieu est une création. Parce que l'univers implique automatiquement un déplacement, une action. La seule action possible dans cette création a été la création. Évidemment, ça peut être extrêmement compliqué à me suivre, mais la conscience de l'homme se perd. Jamais un être humain n'a pu parler de ce qui avait été avant Dieu. Jamais un homme n'a pu parler de ce mécanisme d'autocréation. Jamais un homme n'a parlé à l'homme de la consistance même de Dieu. Le Nazaréen a amené certaines choses de Dieu. Il aurait pu faire mieux. Il ne l'a pas fait parce que l'humanité n'était pas prête à recevoir. L'humanité n'aurait rien compris, ça aurait été du langage perdu. Alors le Nazaréen, étant écologique, ne l'a pas fait. Mais on n'a jamais parlé de l'antériorité à la création. Ou encore de l'intentionnalité de la création. Pourquoi avons-nous été créés? Je peux facilement aller parler de l'autre côté. Je peux aller fouiller là où la conscience de l'homme n'a pas fouillé. Les mots sont limités pour en parler. Et surtout, il y a de fortes probabilités que l'être humain ne puisse pas englober dans sa conscience présentement limitée ce qui pourrait être retiré du chaos. Alors, à un moment donné, une chose qui n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de temps et d'espace, ce qui est, qui n'est pas temporalisé, qui n'est pas mémorisable, qui n'est pas expérientiable et qui n'est pas existentialisable. Un mécanisme, un endroit qui n'est pas un endroit parce qu'elle n'est pas localisée, donc elle n'a pas de coordonnées dans la chose qui n'a pas de nom, parce qu'à l'intérieur de cette chose, pas de nom. Illimité, il y a une chose nommée l'univers, la création. Cet univers, cette création, c'est Dieu. Et elle provient de où? Elle provient d'une inharmonie. Et l'homme a toujours le plaisir de dire qu'il ne peut pas y avoir d'inharmonie dans Dieu. Ben, nous autres, on est déjà une maudite inharmonie dans Dieu. À partir de cette phénoménologie inexistentielle qui n'est pas là, d'ailleurs le Tao essaie d'en parler, essayant de le nommer, on ne trouve pas son nom, essayant de le voir, on ne peut pas le voir, essayant de l'entendre, on ne l'entend pas. Ce n'est pas là. Mais ça existe, si l'on peut dire, mais ça n'existe pas. Ou c'est là, mais ça n'existe pas. À partir de là, survient une explosion majeure. Un jour, on pourra en parler, pas tout de suite, dans quelques années. Qui crée? C'est la création, c'est le Dieu, c'est l'énergie. Ce que nous connaissons de summum comme énergie divine n'est rien comparativement à ce qui n'existe pas. Et Dieu est donc régi par une loi karmique, une loi écologique, c'est-à-dire que toute cette mécanicité ou cette création, c'est ce que l'être humain appelle Dieu. Et nous parvenons de cette création, donc nous parvenons de ce Dieu. Retourner vers Dieu, retourner vers le centre, vers la source première. Et la source première, lorsqu'elle se sera retrouvée, elle, pourra maintenant disparaître et il n'y aura plus de création. Et c'est le rôle fondamental de l'homme que de bloquer l'évolution expansive de l'univers pour pouvoir ramener cette chose-là à la condition fondamentale, l'inexistentialité. Maintenant, pour la conscience de l'homme qui vit dans un contexte temporalisé, où il y a le temps, où il y a la matière, où il y a la mémoire, où il y a la possibilité d'avenir, où il y a l'avenir, le paradis, où il y a le désir, l'émotion, l'espoir. Lorsque je dis ceci, ben c'est une vraie farce. Vous ne t'es pas. Non, absolument pas. C'est exactement comme de dire que le chasseur un jour ne chasse plus. Il ouvrira des boîtes de conserve où il ira acheter la viande déjà chassée, coupée, préparée. Mais dans la conscience du chasseur archaïque, ça n'a pas de sens. Son orgueil de chasseur, il est un chasseur. Il va aller chez Stambert. Il va avoir un orgueil d'acheteur, mais il ne le sait pas. Lorsque la condition, parce que c'est pas l'homme est le petit doigt qui vient maintenant se dandiner sur la planète Terre et qui a oublié complètement qu'il est connecté à un corps majeur, le super-univers ou l'univers, la création. L'homme a oublié. Mais ce n'est pas l'homme.
cette condition fondamentale de création qui permet l'existentialité du temps et de l'espace, qui permet les conditions de personnalité, de pré-personnalité, d'absolue personnalité, enfin un paquet de mécanismes sur lesquels on commence à mettre des mots. Parce qu'à un moment donné, il faudra qu'on en parle. Alors l'homme, lorsque l'on parle de cette condition, la conscience de l'homme n'arrive pas à se rendre jusque-là. Parce que la conscience de l'homme ancien, la conscience de l'homme transitif, est une conscience qui est assujettie au plan mémoriel, donc qui n'est pas supramentale, donc qui n'est pas instantanée, et elle ne peut pas aller fouiller dans ce chaos universel. Même si j'en parle, ça ne peut pas être compris. Ça peut être appris, mais ça ne peut pas être compris. Alors disons que ce soir, j'ai suffisamment parlé de ces choses. Si les extraterrestres sont moins évolués que nous, comment se fait-il qu'ils voyagent aussi rapidement? Parce qu'ils sont pressés. Si les extraterrestres sont moins évolués que nous, comment se fait-il qu'ils voyagent aussi rapidement? Observez juste ceci. Qui est plus évolué? Vous assis ici dans cette salle ou le gars dans un char de course? Vous ne savez pas, mais ça ne dépend pas de sa vitesse de transport. Vous ici ou le gars dans une navette spatiale? Vous savez pas, mais vous savez que ça ne dépend pas de sa vitesse de transport. Est-ce que l'évolution de la science est parallèle à l'évolution de la conscience de l'homme? Ben, vous savez très bien aujourd'hui que la science, elle est en avance sur l'évolution de la conscience de l'homme. Parce qu'avec la science, on peut s'autodétruire, parce que la conscience de l'homme n'est pas capable de supporter le poids de sa technologie. Les extraterrestres ont une technologie avancée. Parce qu'elle ne connaît pas les limitations de la densification matérielle. Je l'ai déjà dit, demandez à un extraterrestre de vous accompagner dans un bordel, il ne pourra pas. Il ne voudra jamais perdre en évolution et risquer de venir vivre le sort de l'homme parce qu'il sait très bien que lui ne s'en sortira pas. Alors il vogue, il se promène. Ce n'est pas la rapidité ou l'évolution technologique. L'être humain n'a pas pu avoir une évolution technologique il y a 2 ou 3 000 ans ou encore il y a 1 million d'années pour la simple raison que l'être humain avait une conscience tellement archaïsée, tellement terrestrifiée, tellement oubliée, tellement ignorancée qu'il ne pouvait que se permettre d'allumer du feu avec de la roche. Et lorsque nos archéologues recherchent comment que l'homme a pu découvrir le feu, la roue. Ah, il a dû voir à un moment donné, il y a des roches qui ont se déboulé, là, puis ça a fait des flamèches, puis ça a allumé du feu, puis là, il a compris. C'est drôle qu'on n'en voit plus de roches déboulées puis allumer du feu. La roue, à un moment donné, là, il y a quelque chose, une roche, quelque chose, une bébelle, un tronc d'arbre coupé par on sait pas quoi, qui a dû dévaler, on essaie de trouver. Puis le savoir instantané, c'est quoi? Ben c'est ça à un moment donné. C'est que l'homme est assis sur son derrière, il sait pas, puis tout d'un coup, il sait comment allumer du feu. Puis tout d'un coup, il sait. Parce que sa conscience évolue physiquement, neurologiquement, ça vibre, sa vie. Ça évolue. Puis à un moment donné, il y a un bonhomme qui s'assoit, qui a un haut du problème. C'est pesant, ça traîne ça à terre. Tout d'un coup, snack. Ça vient de rien. Et il bâtit les roues. C'est pas un accident. C'est pas un mélange de laboratoire qui a sauté et des roues qui ont sorti. Et il y a plusieurs phénomènes. Comment ça se fait que l'homme, à un moment donné, a inventé l'agriculture? Oh, certains vont dire, c'est les extraterrestres qui leur ont montré. Parfait. Ben, eux autres, ils l'ont appris où? On revient toujours à ce savoir instantané. C'est ça qui différencie l'homme de l'animal. Alors, si les extraterrestres sont moins évolués que nous, comment se fait-il qu'ils voyagent aussi rapidement? S'ils sont plus évolués que nous, qu'est-ce qu'ils font à nous espionner? Tout le temps. À venir rencontrer des personnes qui n'ont aucun pouvoir ou aucune puissance sur la planète? Comment se fait-il que de temps en temps, ils viennent frapper nos avions avec leurs secoupes? Comment se fait-il que de temps en temps, il y en a qui s'écrasent et que les forces armées les retrouvent? Comment se fait-il qu'etc., etc. Et regardez ceci. Lorsqu'une soucoupe volante, lorsqu'un ovni, un objet volant, lorsqu'un OVI, parce qu'ils maintenant sont identifiés, lorsqu'un objet volant est identifié. Ah oui, on parle toujours d'ovni, puis on sait c'est quoi. Et là, à un moment donné. Bon. Un objet volant non identifié. Légal, c'est que volante, un ovni. C'est ça la tradition, on reste traditionnel, là. On sait, mais on continue à dire qu'on sait pas.
lorsqu'un ovni s'écrase, à un moment donné à Petawawa, ça c'est dans l'Outaouais, c'est près du Québec, il y a une base militaire là-bas. Il y a une espèce de sphère qui s'est écrasée. Ça fait quelques années, mais allez voir là-bas, on peut encore s'informer, vous allez voir, c'est vrai. Je me suis pas informé, c'est pas nécessaire. On a réussi à ouvrir la bebelle, et il y avait une espèce de bébite là-dedans. On a pris des photos. Mais la bébite, elle avait, on se demandait si c'était pas un oiseau. Un oiseau, c'était l'humain. On a découvert à un moment donné aux États-Unis des phénomènes aussi où les humains, enfin les extraterrestres avaient comme une espèce de grosse tête en forme de citrouille. On a vu souvent des extraterrestres petits et qui avaient des mains suspectes. Et si on regarde toutes les photos d'extraterrestres qu'on nous fournit, jamais on a des êtres humains qui ont la faculté de construire ce dans quoi ils voyagent. Oh, c'est sûr qu'un humain, à un moment donné, va dire, moi, j'ai été connecté, j'ai été contacté, là, c'est des êtres de lumière, prends-en pas de photos. On peut pas en prendre des photos. Mais cet être de lumière-là, fais-le descendre sa planète, puis demande-lui de rester 2-3 semaines à Terre. Puis vous allez voir qu'à un moment donné, il va ressembler à une sangsue. Parce que lorsqu'un de ces vaisseaux frappe un avion, un DC-9, comme c'est déjà arrivé, on a même perdu un très très grand joueur de baseball. À cette époque-là, il s'en allait à Managua, au Nicaragua. Il y avait un tremblement de terre. Lorsque ces phénomènes frappent nos avions, ils s'écrasent. Lorsqu'ils s'écrasent, ce qu'on retrouve dedans, c'est mauditement plus évolué que l'homme. Ça ressemble à ce que l'homme était en Hyperborée. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble simplement à un être de lumière qui, dans le contexte de la Terre, est maintenant assujetti à la vibration terrestrifiée de la Terre et l'être humain involue. Cet ange, cet extraterrestre merveilleux, peut pas rester longtemps ici, parce qu'il devient lentement un animal, une sangsue pire qu'un animal. Alors lentement, quand on retrouve ces vaisseaux, lorsqu'on les ouvre, ce qu'on retrouve là-dedans, c'est jamais beau. Ça l'a comme une petite bouche, ça l'a comme des gros yeux, ça l'a. Oui, parce que la vibration les densifie. Ils se font ramasser par ce qui un jour a humanisé l'être, ce qui a créé l'homme, et ils deviennent lentement, ils perdent en vibration et ils deviennent humains. Mais là, ils passent par le stade d'humain et ils continuent à évoluer, parce qu'ils n'ont pas de puissance suffisante pour pouvoir supporter la terrestrification de la Terre. Tandis que l'homme, au cours des millions d'années qu'il a vécu ici, au cours des milliards d'années qu'il a vécu ici, ben l'homme a maintenant réussi à structurer une forme de vie qui lui permet maintenant d'avoir une conscience pour dire bonjour à un extraterrestre et d'avoir un corps physique qui lui permette de garder cette conscience. Mais l'extraterrestre, non. Quand je dis que l'homme est un terrestre extra, ben c'est ça. C'est que l'être humain est mauditement plus organisé, beaucoup plus évolué. Pas dans l'apparence, pas dans la forme immédiate, instantanée. Mais les extraterrestres restent jamais longtemps sur la planète. Parce qu'ils savent très bien que s'ils restent sur la planète, ils en sortiront pas. Ils vont sortir après, bien après l'homme. Sont pas plus avancés. C'est pas parce qu'une science est avancée que la conscience l'est. C'est pas parce qu'une science dans un domaine moins limité que le domaine de la Terre permet des choses. C'est évident qu'ils peuvent inventer une soucoupe volante rapidement. Là où ils sont, leur conscience, elle est libre. Mais placez-les sur le plan de la planète. Demandez-leur d'inventer. Ils pourront même pas allumer un feu. Donnez-leur une allumette, ils vont la manger. Parce que dans le plan de l'homme, on densifie les choses. Vous souffrez. Tordez la peau d'un extraterrestre, ne souffrira pas. L'homme est capable d'être tout à fait matériel. Il doit même procréer par la matière. Et il est capable d'avoir une conscience là-dedans. Et ça, il n'y a pas un fichu extraterrestre qui peut le faire. Pas dans le contexte du plan planétaire. C'est la partie la plus évoluée de la création au niveau matériel. C'est la partie la plus précieuse de la création parce que c'est la seule partie où l'intelligence peut venir. L'intelligence peut venir toucher notre matière par l'homme. Et là, on fait évoluer la matière. Un alchimiste a déjà dit que lorsque la lumière regardait la matière pouvait regarder la lumière. Mais les extraterrestres ne regardent pas la Terre longtemps. Ils ne peuvent pas rester longtemps. Ils rentrent en contact avec des humains manipulables, et puis là, les humains servent de contact. Eux ne peuvent pas. Lorsqu'on parle du Christ, de Dieu qui s'est fait homme, mais c'est risqué en maudit. Et tous les hommes ont fait ce que le Christ a fait. Mais lui, il l'a fait en gardant sa conscience parce que la génétique corporelle qu'il a reçue était suffisamment avancée pour pouvoir le supporter. Mais c'est risquant maudit. Pourquoi qu'à l'âge de 6 ans ou à l'âge de 3 ans, il pétait pas déjà de la broue devant les églises? Parce qu'il pouvait pas. Fallait qu'il transforme son corps physique, fallait qu'il l'ajuste pour ne pas risquer de devenir un être comme tout le monde.
Formidable ce que le Nazaréen a fait. Et formidable ce que l'homme a fait. Ça prend plus de temps pour l'homme parce qu'il faut ramasser la matière. C'est parfait. On crée une condition expérientielle. Mais les extraterrestres, ils viennent pas ici. Rentrez dans un bordel ou dans une taverne. Vous allez sortir là avec un animal à 4 pattes. L'éléphant rose, c'est eux autres. Je t'arrête 2 secondes. Dernièrement, regardez les films d'extraterrestres sur la planète. Là, les 4 saisons ont repris une vieille reproduction. C'est Les Envahisseurs. Ben, ils ont tout un doigt qui bouge pas. Ils sont handicapés. Tous les films qu'on a faits, des extraterrestres, veut pas, la conscience cosmique permet pas de... Elle permet de colorer, pas d'inventer. Ils ont tous des fichus problèmes. Ils peuvent même pas mourir normalement. T'es tues, puis ils brûlent, puis ils disparaissent. Tous les films qui ont été faits avec des extraterrestres sur la planète Terre ont des problèmes. Les extraterrestres ont des problèmes que l'humain n'a pas. Évidemment, on philosophie après ça, on fait de la science-fiction, on s'amuse. Les extraterrestres, là, j'ai déjà été un, vous autres avec. On a passé 3 ou 4 millions d'années à s'organiser pour être ce qu'on est là. Les extraterrestres. Est-ce que c'est écologique d'écraser les autres pour prendre notre place au soleil? Présentement, dans la société actuelle, si vous écrasez les autres selon les lois sociétaires actuelles, c'est écologique. Est-ce que c'est intelligent? Selon l'écologie, oui. Est-ce qu'on peut améliorer la condition pour que tout le monde arrive au soleil sans qu'on ait pu s'écraser, de façon à ne pas avoir à protéger notre place au soleil? Ça aussi, c'est intelligent. Alors, écraser les autres, si ça crée une condition, vous allez toujours devoir défendre votre place, vous n'avez pas été écologique. Si vous écrasez les autres à partir des lois qui régissent les autres, les lois que tout le monde accepte, les lois sociales, les lois collectives, c'est déjà écologique. Un exemple, vous voulez faire de l'argent, vous voulez avoir un palais, vous voulez avoir un bateau, vous voulez ne plus travailler, vous voulez faire quelque chose, c'est écologique. Oui, mais vous allez devoir engager du monde, de les payer au minimum, c'est écologique. Dans le cadre actuel. Mais rentrer dans une banque puis faire un vol de banque, ce n'est pas écologique. Maintenant, si on parle d'une écologie d'homme nouveau, vous avez des employés, vous les payez. Vous les obligez, c'est du communisme, vous les obligez pareil à faire 1 heure de conditionnement physique sur leur temps de travail. Vous les payez, qui ferment le boîte. Ou qui déménagent. Alors, vous allez avoir des employés en forme. Vous allez avoir ceci, vous allez avoir cela. N'importe qui va dire, ah ouais, mais ils font ça parce que les gars produisent plus. Ah oui. Mais tout le monde le sait, que si les employés sont heureux, ils produisent plus. Pourquoi de bord qu'on les rend pas heureux partout? Alors, c'est évident qu'on peut toujours critiquer. Alors, si on est écologique et nouveau, ben, ceux avec qui on va travailler vont aimer travailler avec nous. Maintenant, c'est normal que tout le monde n'ait pas la même chose, parce que l'égalité, ça n'existe pas sur la planète. Une personne a besoin de beaucoup parce qu'elle a des projets. Un autre a besoin de moins parce qu'elle n'a pas besoin. Alors, chaque chose ira à sa place. Alors, c'est tout à fait écologique, disons, d'écraser, en guillemets, les autres. C'est-à-dire, si on les écrase, mais le mot écraser n'est peut-être pas tout à fait correct, avec les lois permises, et toujours en rapport avec notre conscience, il faut faire attention. Parce que écraser les autres pour avoir des choses, mais qui dit que c'est ce qu'on veut? Animalement humain, c'est ce qu'on veut, mais qui dit qu'intelligemment humain? Est-ce que ça va nous servir, ce qu'on va avoir? Est-ce que ça va être utile pour nous autres quand on va l'avoir? Il faut se poser des questions aussi. 2 questions qui sont dans le même ordre. Est-ce qu'il faut vivre dans la violence et le dévergondage sexuel d'aujourd'hui? Maintenant, soir. Des questions qui sont pas mal bien. Écraser. Je répète, si vous écrasez et qu'en écrasant, vous êtes au soleil, mais que vous devez entretenir une condition de protection pour ne pas que votre soleil se tarisse, ce n'est pas écologique. Créer une forêt géniale et passer son temps à tout faire pour pas que la nature vienne l'envahir, c'est que la forêt n'est pas écologique. Créer un pays où le bonheur est là, avec plein d'armées au cas à cause des autres, c'est pas écologique. C'est intelligent de le faire, mais c'est pas nécessairement écologique. Tandis que si on a un jardin quelque part qui est tellement écologique, ça s'instaure, puis qu'on n'a même plus besoin de s'en occuper, il marche tout seul, ça c'est écologique. Si on a une société qui marche tout seul, ça c'est écologique. C'est ce que j'avais rajouté. Je répète, est-ce qu'il faut vivre dans la violence et le dévergondage sexuel d'aujourd'hui? Et dans un monde nouveau, écologique, est-ce que le viol pourrait disparaître? Bon.
il y a une grosse question fondamentale présentement, c'est que dernièrement, je disais que l'amour, ce n'était pas une émotion. L'homme nouveau va aimer, mais l'homme nouveau n'aura pas d'émotion. L'homme nouveau aura des sentiments. La violence, le dévergondage sexuel, enfin, tellement de phénomènes sociaux sont créés parce que l'être humain a émotivé l'amour et l'être humain est convaincu qu'il aime. Mais la partie chez lui qu'il aime est la partie qui ne peut pas connaître l'amour. Alors, cette partie qui veut connaître l'amour est toujours en recherche d'amour. Elle tête l'amour des autres. Elle dit que le monde n'a pas assez d'amour. Tout le monde en veut, personne n'en donne. Mais si tout le monde en veut, c'est que personne n'en a. Si personne n'en a, personne ne peut en donner. Donc, on n'aura pas non plus. Hein? Bon. Alors, il y a un gros problème. Est-ce que l'être humain, vive dans le dévergondage sexuel? C'est quoi le dévergondage sexuel? Pour celui qui en fait tous les jours, le dévergondage, c'est pas du dévergondage. C'est pas celui qui en fait pas tout le temps, qui voit les autres faire, qui appelle ça le dévergondage, puisqu'il y a évidemment un jugement. La violence, il faut s'entendre encore. Deux boxeurs qui s'amusent ensemble, c'est pas violent. Mais les spectateurs qui passent entre les deux trouvent ça violent. Dans un monde nouveau écologique, est-ce que le viol pourra disparaître? Est-il possible d'aimer sans souffrir? Qu'est-ce qui gère l'évolution de l'homme? Qu'est-ce qui fait que l'homme vit en société? Qu'est-ce que c'est que le gros problème chez vous, dans notre humanité évoluée ou industrialisée? L'amour. Le gros problème, pas d'un pays involué, pas d'un pays en voie de sous-développement, pas ceux-là. Ceux-là, ils s'aiment. Ceux-là, ils ont le temps de s'occuper de nos enfants. Ceux-là, ils ont le temps. Ils ne donnent pas des jouets, ils n'ont pas de jouets. Mais vous allez jaser avec eux autres, puis on dirait qu'il y a un contact humain immédiat. Vous venez ici, puis non, il y a un contact d'argent immédiat ou un contact de points. Où on manque d'amour. Là où on conscientise, c'est là qu'on manque d'amour. On est comme le pays sous-développé, mais eux ne le savent pas, alors ils ne souffrent pas. C'est quoi le problème fondamental? C'est l'amour. Est-ce que c'est possible d'arriver à pouvoir aimer? Et à ne pas avoir peur d'aimer? Et à être capable d'aimer sans jamais arriver à haïr? À ne pas souffrir d'aimer. Lorsque nous parlons des mondes nouveaux, parlons du viol, par exemple. Le viol, qu'est-ce que c'est? C'est un problème. C'est un désastre écologique. Dans un monde nouveau, il n'y aura pas de viol parce qu'il n'y aura rien violé. Exactement comme il n'y aura pas de vol parce qu'il n'y aura rien volé. Le viol est une condition. Premièrement, les violeurs assument un karma collectif. Bon. Le dévergondage sexuel, c'est pour la simple raison que l'être humain recherche quelque chose. L'être humain, l'ego de l'homme, la partie terrestrifiée, pas la partie spiritique, pas la partie qui comprend, mais qui présentement n'est pas tout à fait connectée avec vous. La partie égoïque de l'homme psychologique, l'homme illusoire, l'homme émotif, l'homme qui souffre. Cette partie-là, elle recherche l'amour. Alors, si elle ne trouve pas l'amour dans la psychologie, si tout le monde ne lui dit pas qu'il est beau et fin et gentil, ben là, il dit, il n'y a plus d'amour. En même pas. Alors, il va évidemment rechercher l'amour dans des contacts physiques. Il va essayer de s'énergiser dans quelque chose. Alors, il y aura la sexualité qui permet au moins l'illusion de l'amour. À un point tel qu'on dit faire l'amour. Pour parler des choses sexuelles. On viole pourquoi? Mais pour faire l'amour. Certains violeurs veulent dominer toutes les femmes, parce que les femmes, c'est des maudites cochonnes. Mais c'est tous des mécanismes d'amour. Il n'y a pas eu assez d'amour quand il était jeune. Attention, on a un mot pour désigner bien des choses. Si faire l'amour, c'est faire du sexe, mais l'enfant qui n'a pas eu assez d'amour quand il était jeune, c'est qu'il n'a pas eu assez de sexe. C'est si on se fie au mot qu'on emploie. L'amour, c'est quelque chose que l'être humain ne connaît pas. Ne connaissant pas l'amour, il recherche l'amour. Recherchant l'amour sans connaître l'amour, ben tout ce qu'il pense que c'est ça, il embarque. Il n'y a pas le choix. L'être humain n'ayant pas de savoir instantané, expérimente. Alors, présentement, on expérimente le sexe pour la simple raison que l'être humain, au niveau de notre condition sociale, a été tellement brimé sexuellement. On a eu un temps où les costumes de bain, il n'y a pas grande différence entre une personne en costume de bain et une personne en tuxedo. Bon. Alors, la sexualité, elle partait des chevilles et montait jusqu'au cou. Lentement, ça s'est amélioré. Pour certains, ça s'est empiré. Tout dépend des points de vue de l'homme. Alors, dans notre société, on a vu que l'être humain, lorsqu'il était tout à fait emmailloté, ne trouvait pas l'amour. Alors, il l'a recherché dans tout ce qu'on lui offrait. Il n'a pas trouvé l'amour.
Pas fou, l'homme, il s'est dit, crime, si c'est pas dans ce qu'on me donne, c'est dans ce qu'on m'interdit. L'amour. Alors, à un moment donné, on va dans la drogue. On va peut-être trouver l'amour. Quand on est drogué, au moins, on s'aime. Il y a un problème. C'est une technique. Quand je suis plus drogué, j'aime plus. Alors, il faut que je me drogue tout le temps pour aimer tout le temps. Ça crée un maudit problème. C'est pas ça, l'amour. Dans la boisson, on fait un party, on boit tout le monde. Là, on est fraternel. Parce que si on boit pas, on n'est pas fraternel. L'amour. À un moment donné, on va dans le sexe. Dans la liberté de ce qui est interdit. On pense trouver l'amour. Dévergondage sexuel. Le viol, quand tu peux pas dévergonder sexuellement avec quelqu'un, à un moment donné, tu te fais ramasser par la conscience collective. Tout le monde le fait, fais le don. Elle veut pas, ben tant pis. Fais assez bien, on peut-être aimer ça. Jamais. Alors évidemment, l'homme ne connaît pas l'amour. L'homme le recherche tout le temps et toutes les recherches à mener, toutes les recherches de l'amour que l'homme fait, l'amènent toujours à souffrir. On sait plus si on devrait aimer. Crème fait 4 gars ou 4 femmes que j'aime, fait 4 fois qu'on se sépare. Je veux plus aimer. J'ai aimé mes enfants, à un moment donné, il est parti. Broyé. Il est mort, mais je l'aimais tant. Je veux plus aimer. Mais l'amour, elle est là. Et l'homme nouveau aime d'une façon intelligente. Et non pas d'une façon émotive. Faut pas penser que l'amour, ça n'existe pas. Faut penser que l'amour, c'est là. Mais comme l'homme, l'humain, sait pas ce que c'est, l'humain recherche quelque chose. Il va finir par le trouver. Imaginez-vous bien qu'à force de